d'autres informations concernant l'idéologie profonde de l'OTAN. Alors là, c'est une déclaration de Rose Gottemoeller, qui est secrétaire générale déléguée de l'OTAN, et qui reproduit tous les éléments de langage de l'idéologie dominante, notamment à base de diversité et d'inclusion. Donc c'est une déclaration du 10 février 2017, et intitulée « La diversité ne se résume pas à la question du genre ». Déjà, qu'est-ce que le genre vient faire dans une alliance militaire, en plus censée être conservatrice, anticommuniste, ou du moins avec, comment dire ça, un héritage de ce type-là. Alors, qu'est-ce que disait Rose Gottemoeller? L'OTAN a d'abord décidé de créer un plan d'action pour la diversité lors du sommet de l'OTAN à Prague en 2002. Aujourd'hui, un groupe de travail sur la diversité est composé de représentants de tous les organes de l'OTAN et le moteur du plan d'action. Actuellement, le groupe de travail s'efforce de promouvoir la diversité et l'inclusion à l'échelle de l'OTAN et d'élargir la définition de la diversité au-delà du sexe, de l'âge et de la nationalité. Donc, quand on parle de la diversité dans un environnement organisationnel, le genre a tendance à être la première chose qui vient à l'esprit. Cependant, la diversité, comme le suggère le mot lui-même, très drôle, est beaucoup plus complexe que cela. La diversité dans le contexte de l'OTAN, donc l'OTAN ne doit pas se limiter à l'idée de briser le ghetto rose. Ça fait partie du programme. Briser le ghetto rose, c'est-à-dire voilà, en finir avec l'homophobie et la transphobie et le je ne sais quoi, et toutes les phobies que cette idéologie de la société ouverte invente. Il faut inspirer le changement culturel. Bon, bah, là, on vient sur l'ingénierie sociale. Inspirer le changement culturel, c'est rien d'autre que ça, qui doit être poussé par les dirigeants parce que les organisations matures ont un conservatisme hérité. Donc là, il y a un positionnement clair et net contre justement ces organisations dites matures qui ont un conservatisme hérité. Et donc, ça vous donne une idée. Le résultat, alors oui, donc quelques jours plus tard, le 17 mai 2017, donc le site de l'OTAN commentait un tweet du secrétaire général de l'OTAN, monsieur Jens Stoltenberg, qui est toujours en fonction aujourd'hui. Là, je vous parle de choses très récentes qui datent de 2017. Donc, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, Jens Stoltenberg faisait un tweet commenté par ses collègues sur le site donc de l'OTAN aussi. Vous avez la ligne de code. www.nato, voilà. Alors, mercredi 17 mai 2017, pour montrer que l'OTAN s'associait à la Journée internationale contre l'homophobie, le secrétaire général Jens Stoltenberg a posté un tweet indiquant que partout dans le monde, les LGBT ont droit à une vie digne, préservée de l'exclusion et de la peur. La diversité rend nos sociétés ouvertes, plus fortes et plus sûres. L'OTAN a été pionnière à l'échelle mondiale en ce qui concerne la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe. Enchanté de l'apprendre. Elle a accordé les mêmes prestations à tous les agents mariés dès juillet 2002. C'est-à-dire que l'OTAN bosse sur le mariage homo depuis 2002. C'est-à-dire avant tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette organisation-là qui lance les tendances. Ils ne se contentent pas d'enregistrer les modes, même les plus stupides. Non, non, ils lancent les modes. Donc, les mêmes prestations tous les agents mariés dès juillet 2002, à une époque où le mariage entre personnes de même sexe n'était reconnu que par un seul pays dans le monde, les Pays-Bas. Donc l'organisation est attachée à la diversité. Toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, la nationalité, le handicap ou l'âge est strictement interdite au sein de l'OTAN. Bon, qu'est-ce qu'il a oublié? Voilà. L'étape suivante, c'est l'espèce. D'ailleurs, l'antispécisme, c'est la prochaine étape. En fait, il n'y a plus de différence entre du plancton marin et vous-même, quoi. Voilà, il faut. Et puis. Des agences de renseignement américaines sur le sujet. Ouais. J'avais vu ça, j'ai tombé sur un truc sur le budget total des agences américaines de renseignement, 60 milliards $. J'avais vu ça, il y avait eu un colloque très sérieux. Oui. Bah, en fait, je rassemble pas mal de sources là-dessus, en fait, sur le LGBT dans l'armée, donc la militarisation du LGBT.
Alors c'est des sources qui s'arrêtent donc au 31 décembre 2016, puisque le bouquin, enfin là j'avais mis un point final au livre en fin 2016, et là c'est des sources qui datent enfin qui sont ultérieures quoi, de 2017 et 2018, et j'en profite là pour vous les exposer. Mais effectivement, oui, en fait, bon, c'est le miracle d'Internet, hein, c'est que c'est très facile de se documenter là-dessus. Hein. On tape quelques mots-clés, LGBT, NATO, LGBT, OTAN, et puis boum, voilà, on trouve tout. On peut faire sa récolte, quoi, une moisson. Vous vous souvenez là du fameux Anders Breivik, hein, donc donc c'était distingué par un attentat assez comment dire, assez médiatique, quoi, donc en fait en 2011, donc un attentat pour protester contre la société ouverte, commis à Oslo et Utøya, hein, et il se trouve que Jens Stoltenberg était déjà en poste en Norvège, hein, puisqu'il est norvégien, il était Premier ministre à l'époque. Il avait déclaré justement cette phrase programmatique: nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d'ouverture et de tolérance. Et bon, je pense qu'il a été remercié pour ses bons services et il a obtenu une promotion, justement, secrétaire général de l'OTAN quelques années plus tard. Et donc avant même de commettre là, ces tweets là, pour lutter contre l'homophobie, en 2016, en juin 2016, hein, il présentait ses condoléances sur le site de son organisation à la suite d'un attentat à Orlando qui avait frappé une discothèque LGBT. Où il déclarait: je condamne fermement la terrible fusillade qui a eu lieu à Orlando en Floride, bon ça d'accord, je partage la peine de tous ceux qui ont perdu des êtres chers ainsi que de la communauté LGBT et du peuple américain. Mes pensées vont aussi aux nombreuses personnes qui ont été blessées dans cet acte de terrorisme. La terreur et la haine ne nous changeront pas, les pays de l'Alliance sont unis dans la lutte contre le terrorisme et dans la défense de nos sociétés ouvertes. Donc bon voilà, vraiment la défense, enfin le parti pris, hein, est répété une fois, deux fois, trois fois. Bon, il n'y a plus de doute là-dessus, hein, en l'état actuel des choses. Vraiment, il y a une homogénéité idéologique, hein, de tout cet univers euro-atlantiste, hein, européiste atlantiste, hein, qui aboutissait à donc quelque chose d'absolument surréaliste. Hein. C'est donc cette fameuse photo au sommet de l'OTAN. Hein, la photo des premières dames de l'OTAN avec un homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et alors c'était au sommet de l'OTAN 2017. Et donc une photo de groupe. Alors donc il y a la photo des présidents, enfin des représentants ou des premiers ministres quand c'est pas un régime présidentiel. Et puis donc il y a la photo des premières dames. Et là, bon. Il y avait un certain Gauthier Destainet, hein, qui posait à côté de Brigitte Macron. Hein, et puis pourquoi? Parce que voilà, il est marié avec le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel. Voilà. Donc aujourd'hui, l'OTAN, c'est ça. On est au-delà de l'absurde. C'est une photo où, voilà, photo des premières dames avec un homme. Hein, on est dans le surréalisme accompli. Hein, je veux dire, c'est le tableau de Magritte, hein, encore un Belge. c'est peut-être pour ça que c'est voilà, qui vous montre une pipe et qui vous écrit juste en dessous: ceci n'est pas une pipe. Bon ben voilà, vous voyez les premières dames de l'OTAN. Oui, en plus, oui. Et, Du début des années 50 à la fin des années 80, pendant la guerre froide, l'Europe a été le théâtre d'une guerre secrète meurtrière. On a beaucoup parlé du terrorisme d'extrême gauche en Italie, en Allemagne, en France et en Belgique. Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il y a eu un terrorisme d'extrême droite tout aussi violent. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a été notamment instrumentalisé par les États-Unis, l'OTAN et des membres influents des États démocratiques européens.
Le 24 octobre 1990, devant les élus de la nation italienne, Giulio Andreotti, l'ancien chef de gouvernement, révèle au monde entier l'existence d'une armée secrète européenne placée sous commandement de l'OTAN et des États-Unis. Cette armée serait responsable de manipulations, d'assassinats et d'attentats. Selon Andreotti, l'armée secrète agissait avec l'approbation des États, ou du moins d'une partie des élites gouvernantes. En révélant ainsi l'existence de ce réseau d'agents, il déclenche l'un des plus gros scandales politico-militaires de la fin du XXe siècle. L'histoire des armées secrètes débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle menace se précise, celle de l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide. Face à la menace soviétique, l'Europe, avec les États-Unis, se dote d'une alliance militaire. Une dizaine de pays créent l'OTAN en avril 1949. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord installe son siège à Paris. En parallèle, et pour renforcer leur dispositif militaire, l'OTAN et les États-Unis créent dans toute l'Europe une armée secrète appelée Stay Behind, en français, rester derrière. Son objectif est de mener une guerre de résistance à l'intérieur de chaque pays en cas d'invasion soviétique. Patriote en Suisse, dans d'autres pays, le recrutement s'est fait sur des bases idéologiques extrêmes. Les Américains voulaient des hommes prêts à tout contre le communisme. Dans l'Allemagne et l'Italie d'après-guerre, ces hommes sont avant tout des nazis et des fascistes convaincus. En Italie, l'homme clé de ce réseau est Licio Gelli, un ancien mercenaire franquiste, nazi et agent de la CIA. Il est le chef d'une loge maçonnique baptisée P2. La loge P2 est le cerveau de cette armée secrète qui s'appelle Gladio, le glaive. Nous pensions qu'il existait un plan insurrectionnel des communistes en Italie. Nous en avons discuté, puis nous avons pris la décision ensemble avec Cossiga, qui est devenu président de la République, de former cette armée secrète anticommuniste. Elle était composée au départ d'anciens de la Légion Condor et de la République fasciste de Salo. Ils étaient jeunes, connaissaient les armes et étaient résolument acquis à la cause fasciste. En Allemagne, une partie considérable des membres de l'armée secrète, environ 25%, étaient constitués des hommes de l'ancien service de renseignement de la SS, l'Office central de la sécurité du Reich. Ainsi, le personnel, plus le réseau d'agents et d'indicateurs, étaient noyautés par les anciens SS. On s'est appuyé sur eux pour créer l'armée secrète allemande. Ce soir du 26 septembre 1980, des milliers de badauds célèbrent le centenaire de la fête de la bière de Munich. C'est le moment que choisit Gundolf Köhler, un jeune homme de 21 ans, pour actionner une bombe artisanale. Le bilan est terrible. Il y a 11 morts, 200 blessés, dont 70 très grièvement. Cet attentat marque profondément l'opinion publique allemande. Les policiers allemands ont fait vite, ils sont déjà persuadés que l'auteur de l'attentat est bien parmi les victimes de cet attentat effroyable de Munich. Très rapidement, les autorités découvrent qu'il y a des liens entre Gundolf Köhler et l'extrême droite. Des liens avec un groupe paramilitaire néo-nazi appelé Milice Hoffmann. Mais après quelques jours d'enquête, la police conclut à l'acte suicidaire d'un jeune homme solitaire et désespéré. Et un an après l'attentat terroriste, la police tombe sur une information de taille qui renforce pourtant la thèse des liens avec l'extrême droite. Une extrême droite qui, semble-t-il, entretient des relations avec le réseau secret de l'OTAN, avec l'armée secrète allemande. Une armée qui, à ses débuts, avait recruté d'anciens nazis.